Alors, j'ai pensé que pour commencer notre discussion, notre entretien, et pour faire un lien avec le Festival de sciences et de génie qu'on a aujourd'hui, j'ai pensé avoir une question brise-glace. Allez-y. Vraiment On difficile. est prêt. Alors, c'est une question de Samuel Desroches en physique. Est-ce qu'on a Samuel? Bon. Alors, Samuel nous demande quels sont vos plus beaux souvenirs du Festival de sciences et de génie? Vous pouvez avoir une réserve. Il y en a eu plusieurs. Il y en a eu plusieurs. D'ailleurs, on avait toujours dans cette salle-là ici, comment on appelait ça, le gong show, hein, c'est ça? Puis c'était des étudiants qui faisaient de la musique. Je pense qu'on faisait ça le jeudi soir. Fait que pendant 4 ans, on venait, on remplissait la salle ici. En fait, c'était plein à déborder. Et puis, on avait un spectacle. C'était des étudiants qui jouaient de la batterie, de la guitare, etc., qui préparaient un spectacle. Fait que ça, c'était un beau moment. Sur la scène ici. Puis après ça, il y avait les épreuves. Hein. On avait, nous, en génie électrique, il y a une année, je me souviens, on a kidnappé le bonhomme carnaval en hélicoptère. Fait que vous pouvez voir un peu dans quel genre ça se passait. On avait un des collègues, que son père avait une compagnie d'hélicoptères. Je me souviens plus trop comment on avait eu un hélicoptère. Fait qu'on l'avait fait, c'était rigolo, là. Fait que ça avait fait les manchettes, évidemment, on avait fait parler de nous. Fait que c'était ça, c'était le département qui avait le plus gros exploit de la semaine qui gagnait. Est-ce que c'est un défi lancé à nos étudiants de cette année? Le carnaval n'est pas commencé. Dans le temps, c'était un peu plus tôt. C'est vrai, c'est vrai. Donc, c'est effectivement... C'est des beaux souvenirs. Je pense que c'est des beaux souvenirs. Des excellentes semaines. Merci. Donc, on peut passer tout de suite au premier thème de notre entrevue, qui est cheminement de carrière et développement personnel. Là, c'est plus sérieux un petit peu. Donc, la première question de Yanis Yoni de Génie logiciel. Alors, lorsque vous étiez encore aux études, est-ce que vous vous imaginiez déjà avoir une pareille carrière? Pas du tout. Pas du tout. Moi, j'ai grandi ici à Québec. Hein. Je suis né au Lac-Saint-Jean, mais j'ai grandi surtout ici. Je venais d'une famille très modeste. Okay? Peu de gens étaient allés à l'université dans ma famille. Je pense que j'ai une grosse famille. On était 75 cousins, cousines. Je pense qu'on est 3 qui sommes allés à l'université. Moi, je suis venu ici. Je n'avais jamais envisagé. Puis, tu sais, je pense que c'est une des leçons aussi. C'est des fois, tu sais, il faut faire les choses, prendre le temps, être patient une après l'autre. Puis, à un moment donné, les portes s'ouvrent. Mais c'était vraiment pas... Je me suis jamais levé le matin et dire un jour, je vais être PDG d'Hydro-Québec. Malgré que, bon, évidemment, j'admirais le PDG d'Hydro-Québec à l'époque, mais ou jamais le PDG de Bombardier non plus. C'était pas dans mes plans. Je voulais avoir un boulot, puis après ça, bien, on verra qu'est-ce qui va. Mais vous aviez, j'ai lu en quelque part que vous étiez dans les cadets. Ouais. Et que vous aviez quand même déjà des responsabilités dans les cadets. Ça a été un peu, je dirais, ma deuxième école. Tu sais, on apprend beaucoup de choses en génie. Sur notre façon, on va revenir là-dessus un peu tantôt. Mais dans les cadets très jeunes, à l'âge de 12-13 ans à peu près, on débute, puis là, on apprend à donner des cours. Après ça, j'allais sur les camps l'été, soit sur une base militaire ici à Valcartier ou ailleurs. Je suis devenu officier après pour m'occuper des jeunes, mais on faisait beaucoup de choses en leadership. Puis le leadership, c'est quelque chose qui s'apprend. Tu sais, des fois, bon, tu peux avoir un peu le sens de ça, mais j'ai compris bien des choses, je pense, pendant que j'étais jeune. Puis je suis devenu le cadet le plus gradé au camp Valcartier. Tu sais, j'avais 2000 personnes qui travaillaient dans l'équipe. Il y a 2000 cadets sous ma responsabilité. Puis j'avais 18 ans, 19 ans, peut-être 18-19 ans. Fait que j'ai comme gravi les échelons, mais même encore là, au début, je ne savais pas. Mais j'ai eu des modèles aussi à travers ça, des gens qui m'ont inspiré, de qui j'ai appris. Puis on fait plein d'erreurs. Hein. Tu sais, quand tu commences à être leader, puis ça, c'était peut-être un avantage que j'ai eu quand je suis arrivé sur le marché du travail, parce que j'avais fait quand même beaucoup d'apprentissage. J'avais fait des erreurs, ce qui est important dans la vie, on le sait, il faut apprendre de nos erreurs, puis après ça, éviter ça. Tu sais, le leadership, les gens pensent que c'est d'être autoritaire, puis se faire écouter, puis dire aux autres quoi faire. C'est surtout pas ça. Okay? Ça peut être ça à certains moments en temps de crise, mais le leadership, c'est beaucoup plus ton habileté à influencer, à inspirer les gens. C'est beaucoup plus ça que ce que je viens de décrire. Bien, merci. Merci. Merci pour cette générosité. Maintenant, une deuxième question de Benjamin Veillette en génie physique. Alors, la question de Benjamin, c'est la suivante. Quels sont les points clés de votre carrière pour en arriver où vous en êtes aujourd'hui? Donc, en d'autres termes, c'est vraiment au cœur de l'objectif de notre rencontre d'aujourd'hui. Ouais. Quelles ont été les décisions stratégiques, les moments cruciaux? Ça peut être des rencontres déterminantes. Ouais, alors, quels ont été ces éléments clés? Bien, je viens d'en parler un peu. Ouais. Je pense que ce que j'ai appris dans les cadets m'a beaucoup servi par la suite. Mais tu sais, ça peut être dans les cadets, ça peut être ailleurs, d'avoir des expériences, de gérer des gens ou d'influencer des gens.
Fait que ça peut être très important de faire ça le plus tôt possible, je dirais. Ah. Une des choses aussi que j'ai appris, c'est que quand j'ai commencé à travailler, j'étais superviseur de production. Tu sais, je travaillais sur le quart de jour, soir, nuit, avec des mécaniciens. Notre boulot, c'était de s'assurer que les machines pour faire de la production, c'était chez Procter & Gamble, dans une usine, que les machines étaient prêtes, puis qu'on faisait aussi les programmes d'investissement à la maintenance sur les machines. Fait que ça a été de travailler, tu sais, avec des gens qui auraient tous pu être mon père à l'époque. Il y avait comme tout dans la cinquantaine, ce que j'ai aujourd'hui. Puis bon, à l'époque, tu sais, tu n'arrives pas là, moi je sais tout, je vais vous dire quoi faire. Fait que je m'organisais toujours pour être, tu sais, très humble. Mais j'avais ma façon de les amener où ce que je voulais les amener à la fin. Fait que, mais je faisais partie. C'était le genre qui m'invitait le vendredi soir à aller jouer avec eux autres à la balle. À un moment donné, je faisais partie de l'équipe, mais j'ai toujours approché ça avec beaucoup d'humilité, puis beaucoup d'authenticité aussi. J'ai toujours été moi-même. L'authenticité, pour moi, c'est une qualité de leader importante. C'est de rester soi-même. Et ça m'a beaucoup servi. Je dirais même encore aujourd'hui. Tu sais, on le sent quand quelqu'un parle, même à la télévision, puis que ça n'a pas de l'air vrai ce qu'ils nous disent. Ouais. Puis je pense que les gens le savent, puis les gens le sentent. Fait que moi, je m'organise toujours pour dire ce que je pense, écouter les gens. Fait que il y a tout l'aspect d'être authentique, respecter les gens, rester humble. Il ne faut jamais oublier d'où on vient. Bien, et ça, c'est important. Justement, la prochaine question, Oui. elle a trait à l'authenticité. D'accord. C'est bon. Le timing est parfait. On est en plein dedans. On est en plein dedans. Alors, c'est une question, je crois, d'un membre de la faculté. Et la question, il y a une petite mise en contexte quand même, là, c'est que vous avez dit, on fait référence à un communiqué de presse de cet été, de juillet 2024, où vous avez dit « Trimestre marqué par notre nouvelle image de marque qui renforce et propulse notre approche authentique auprès de nos clients. » Et la question est la suivante. Définissez, s'il vous plaît, approche authentique en affaires. Ouais. À quoi faites-vous référence concrètement? Bien, je pense que c'est une question d'être vrai. T'sais. C'est une question que, de la façon que je parle à nos clients, Oui. c'est jamais d'essayer de leur vendre un avion. Parce que nos avions, on est dans des avions d'affaires. J'ai le privilège, on est des exportateurs Bombardier. Oui. 95-96% de nos revenus, c'est des choses qu'on fabrique ici, en général, mais qu'on exporte sur la scène internationale. Fait qu'on a accès, notre base de clients, c'est des gens assez sophistiqués, ils utilisent ça comme outil de travail, parce que c'est des gens qui ont des business globales, ils vont voler d'un continent à l'autre dans 2 jours, puis ils vont être à Dubaï demain, puis ils vont s'en aller à Singapour 2 jours plus tard. Fait qu'ils ont besoin d'un outil de travail qui leur permet de se déplacer assez rapidement, parce qu'ils ont des compagnies qui sont globales. Fait que ça, pour moi, le contact avec ces clients-là, il est régulier. Je passe beaucoup de temps du côté des ventes maintenant dans mon nouveau rôle. Là. Et l'authenticité, les gens me disent souvent, c'est particulier chez Bombardier. D'avoir accès à moi, d'avoir accès à notre chairman, M. Baudouin. Ce qui n'est pas le cas souvent, ce qui n'est pas le cas. Dans... Moi, mes clients, la plupart, ils ont mon numéro de téléphone, ils vont m'appeler. Fait qu'on a une relation particulière qui est une relation que je vais qualifier d'authentique, qui n'est pas juste. Fait que ça, du côté client, ça se manifeste comme ça. Oui. Les gens ont d'une approche facile. On n'a pas une approche corporative, je vais dire ça comme ça. Puis ça, je pense que c'est un avantage compétitif qu'on a par rapport à notre plus gros compétiteur, qui est Gulfstream, là, par exemple. Et cette approche-là, plus familiale, plus authentique, je vais dire, nous aide beaucoup. Fait qu'on voulait, dans notre nouvelle remise, quand on a sorti l'année passée, on a changé le logo, le branding de Bombardier. Fait que moi, je ne suis pas expert en marketing du tout, mais j'ai travaillé avec une équipe extraordinaire. Puis, on donnait notre input et tout ça. Mais on a voulu avoir un logo puis avoir un brand qui disait qui on est vraiment. Puis ça, je pense que mon équipe a été extraordinaire. Ça nous a pris 18 mois de débat. C'est long. Ça prend du temps parce qu'on évoluait. On voulait préserver notre héritage à travers ça, qui était... on avait commencé avec les skidoo, avec Joseph Armand Bombardier, qu'après ça, on a en fait la plus grosse compagnie de train de passagers au monde. On était un avionneur aussi qui était connu dans le secteur commercial et privé. Quand je dis commercial, c'est quand on faisait des avions pour les lignes aériennes. Privé, c'est plus des jets privés comme on fait aujourd'hui seulement. Fait qu'on on avait, vous vous souvenez, le fameux engrenage qui était le symbole de Bombardier. Ouais. Mais le problème, c'est dans un avion, il n'y en a pas d'engrenage. Fait que ça ne marchait plus. Fait que là, mais c'était notre héritage. Fait qu'on a fait évoluer le logo, mais on voulait préserver le nom Bombardier. On voulait quelque chose, étant donné que c'est une business qui est plus, on est plus aujourd'hui la Ferrari, je vous dirais, des avions, que juste faire un avion qui est un autobus là, qui va prendre des gens du point A au point B. Fait que c'est ça qu'on fait.
il faut être fier de ça. On fait ça au Québec, on fait des avions, je vous dirais. Puis ça, je vais peut-être en reparler plus tard, mais sur le plan technologique, là, faire un avion, là, il y a une raison pourquoi il y a à peu près juste 4 pays sur la planète qui peuvent faire des avions, de A à Z. Le Canada peut le faire, les Américains peuvent le faire, les Brésiliens avec Embraer et les Français. Les Chinois essayent, ils sont en train d'y arriver, mais il y a encore du chemin à faire. Je pense qu'ils vont y arriver un jour, mais ils ont dépensé des milliards depuis 2-3 décennies pour y arriver. C'est compliqué de faire un avion. S'il y a des ingénieurs dans la salle, vous le savez, c'est extrêmement complexe. Puis ça devient de plus en plus complexe avec tous les systèmes et tout l'élément sécurité aussi. Et même, je vais donner comme exemple, là, les Japonais, qui sont un peuple que j'admire, qui sont extrêmement capables, qui ont des ingénieurs fabuleux, ont essayé de faire des avions pour compétitionner avec nous, Embraer, à un certain moment. Ils ont abandonné l'an passé. Ce n'est pas dans la génétique des Japonais d'abandonner facilement, mais ils ont dépensé 14 milliards de dollars US, puis ils ont décidé d'arrêter. Puis c'est le gouvernement et Mitsubishi. Fait que c'est très compliqué, mais il faut être humble, il faut rester humble dans ce qu'on fait. Mais ici, on est capable de faire des avions de A à Z. On les désigne, on les fait voler, on fait tous les tests et on arrive. Puis il y a même Pratt & Whitney à Longueuil qui peut faire des moteurs. Donc on est un peuple qui est capable de faire ça, puis il n'y en a pas beaucoup parce que c'est extrêmement difficile et complexe. C'est tout. Il faut le savoir, c'est bien de le dire. Il faut se le dire, les gens ne le réalisent pas tout le temps. On ne réalise pas la force qu'on a chez nous, effectivement. Mais merci. Prochaine question. Alors, la prochaine question, en fait, les étudiants ont beaucoup d'excellentes questions, mais pour clore le sujet du leadership, je m'en suis réservé une. Allez-y. Alors, dans un article dans la revue HEC Gestion, vous avez fait référence à l'art de poser des questions comme étant l'une des 5 clés du leadership. Ouais. Puis j'ai trouvé ça très intéressant. Puis ma question pour vous, c'est est-ce qu'il est possible que ce soit la première clé qui ouvre toutes les autres ensuite? Très possiblement. Puis ce que je voulais dire par là, c'est que c'est sûr que quand ça fait 30 ans que tu fais quelque chose, des problèmes, tu en as vu. Puis les ingénieurs, c'est notre mentalité. Régler des problèmes, on aime ça, puis ça fait partie de notre... Fait que des fois, les gens viennent me voir avec quelque chose, puis j'ai pas mal une bonne idée qu'est-ce qu'il faut faire. Mais j'aime pas ça donner la réponse. J'aime mieux poser des questions pour les aider à arriver à la solution eux-mêmes. Ça développe beaucoup plus nos gens. Des fois, ça prend plus de temps. Puis des fois aussi, je pense qu'ils vont aller même plus creux que moi, qui va le voir 2 secondes, puis qui va se faire une tête dessus. Mais ça, c'est bien important parce que, les gens, on ne les embauche pas pour qu'ils laissent leur cerveau à la maison. On les embauche parce qu'on veut qu'ils contribuent à l'organisation, qu'ils apprennent, puis qu'ils soient là pour le long terme. Alors moi, quand j'ai la chance de travailler avec des gens, des fois, ils viennent me voir, puis on a un problème là-dessus, je vais m'assurer que je vais leur poser des questions. Puis je le sais, des fois, ils ressortent de la rencontre et ils disent « Shit, j'étais prêt, mais il m'a posé la question que je ne m'attendais pas, puis peut-être qu'il faut que je réfléchisse à ça. » Puis moi, j'ai vécu la même chose avec Laurent Baudouin. Je me souviens, j'avais 35 ans, je me disais « Hey, je suis préparé, il ne me pognera pas. » Là, j'allais présenter ça, puis il me posait la question que je n'avais pas pensée. Puis là, je me disais « Ouais. » Mais sa question, elle venait de son expérience. Puis là, je le prenais très humblement, je réfléchissais à ça. Puis je repartais sur autre chose, puis j'y repensais différemment. Fait qu'il faut savoir aussi, il faut avoir l'humilité quand on est plus jeune de profiter de l'expérience des gens qui en ont un peu plus, mais il faut en même temps, quand on est leader et qu'on est plus senior, de prendre le temps de construire son équipe. Puis construire son équipe, ça veut dire des fois poser des questions pour les faire réfléchir, puis de ne pas avoir de l'air, c'est pas important de connaître la réponse. Puis de laisser le temps. Puis de laisser le temps. C'est un bon conseil. C'est un bon conseil. Merci. Alors, on est déjà prêt à passer au deuxième thème. Ça va très bien. Ça va très bien. Le deuxième thème porte sur les défis et les leçons apprises. Ouais. Alors, on a une question de Pierre Carré de Génie mécanique. Et la question de Pierre est « Quel a été votre plus gros défi en début de carrière? Et que diriez-vous aux jeunes vous-même pour l'aider à faire face à ce défi? » Bon, bien, mon premier défi que j'ai eu, pour mon vrai défi, c'était que je parlais presque pas anglais, puis la moitié de mon équipe, ma première équipe, parlait juste anglais. Fait que ça, c'était un gros défi, mais je pense qu'encore là, il faut être humble. J'ai dit aux gens, écoutez, je vais faire mes efforts, je vais l'apprendre. Fait que je baragouinais, comme on dit en québécois, pendant les premiers mois, probablement mon anglais.
Mais effectivement, puis je leur disais, hey, si je fais des erreurs, vous me le direz, puis je vais essayer de m'améliorer. Fait que j'ai appris. Aujourd'hui, honnêtement, c'est sûr, quand je vais à l'international, je travaille en anglais tout le temps, puis au bureau, on essaie de bien doser ça. On a quand même beaucoup de collègues qui viennent de l'extérieur, mais je pense qu'on a toujours voulu préserver le français, mais en même temps, moi, c'était mon plus gros défi quand j'ai commencé avec une équipe qui ne parlait presque juste que l'anglais. Alors, pourtant, c'était au Québec, hein, j'étais dans l'West Island, des gens du West Island, il y en a ici, mais j'ai comme, je sortais de Québec, une autre réalité, tu te dis, hey, mon Dieu, il faut parler anglais ici au Québec, mais c'était le fun, parce que les gens ont été le fun avec moi, puis ils m'ont permis de m'améliorer assez rapidement. Fait que le conseil encore, c'est allons-y avec humilité. C'est ça, allons-y avec humilité, puis c'est ce que c'est. On ne peut pas tout savoir. On ne sort pas parce qu'on a eu notre bac, etc., puis on est prêt à toutes les épreuves. Il y a des choses que ça nous a bien préparées, puis d'autres que ça nous a moins préparées. Fait qu'il faut avoir cette humilité-là. Merci. Merci. Donc, une prochaine question de Jonathan Demers d'Actuaria. Alors, Jonathan vous demande, avez-vous eu des mentors dans votre carrière? Si oui, quel a été le meilleur conseil que vous ayez reçu et celui dont vous vous rappelez encore à ce jour? Ouais. Écoute, j'en ai eu plusieurs. Puis j'ai appris ça assez tôt, celui de l'humilité puis celui de l'authenticité. Je regardais des gens. Puis dans votre carrière, vous allez aussi rencontrer des patrons, vous allez dire, c'est pas le meilleur patron que j'ai eu. J'en ai eu des patrons qui n'étaient pas des bons patrons. Mais à chaque fois, je prenais ça avec du recul. Je me disais, je vais m'assurer d'apprendre ce qui fait que j'aime pas, puis être sûr que moi, je ne ferai pas ça après. Fait que, tu sais, des fois, c'est trop facile. Fait que j'essayais d'avoir toujours une attitude positive face à ça. Mais j'ai rencontré des gens, des fois, que tu travaillais pour eux autres, puis qui n'étaient juste pas faits pour être gestionnaire. Mais tu disais, OK, c'est ça. Là, c'est lui, mon patron, m'a vivre avec ça. Ou des fois, c'était le patron de mon patron. Fait que je prenais ça avec du recul, puis je m'assurais d'apprendre le plus possible des choses à ne pas faire des fois. Ouais. Mais, tu sais, j'en ai eu des mentors qui s'est parti dans les cadets, tu sais, en termes de leadership, comment influencer les gens plutôt que de leur dire quoi faire. J'ai appris ça. Dans les cadets, c'est surprenant. On a l'impression qu'ils leur disent quoi faire. Absolument, mais j'ai appris ça à partir de plusieurs personnes que j'ai observées. Okay? Je suis très observateur. Je regarde comment les gens font, puis là, tu dis, bien ça l'aide à réussir ou ça lui nuit. T'sais. Fait que j'essayais d'apprendre des exemples que j'avais devant moi, qui étaient bons ou pas bons, des pas bons exemples. Les deux sont très utiles. Les deux sont utiles. Ça marche, je vous remercie. On a une autre question dans ce thème de défis et leçons apprises de Lilia Asma Aboun. Ah, bonjour. Alors, de génie mécanique. Alors, sa question, quelles leçons avez-vous retenues de vos échecs ou de vos embûches? Écoute, on en fait plein. C'est sûr. J'ai eu des embûches, il y a toutes sortes de choses. J'en ai une embûche là, devant moi avec les tarifs, etc. Oui. Comment est-ce que on va gérer ça? Oui. M. Trump a décidé que l'ordre mondial allait se rajuster à ses désirs. Fait que, tu sais, c'en est une embûche potentielle. On ne sait pas exactement quelle forme ça va prendre. Mais je pense que là, il faut travailler en équipe. T'sais, moi, je pense que quand j'ai des embûches, souvent, je n'essaie pas, moi, encore une fois, d'avoir toute la solution. Je vais ramener mes gens, on va discuter, on va débattre, comment on réagit à ça. Puis là, on a plein de scénarios sur la table. Fait que moi, je pense qu'il faut toujours mettre les bonnes personnes autour de la table. Puis ça, c'est un art de mettre les bonnes personnes autour de la table. Puis de se poser des questions. Puis il n'y a jamais de questions stupides. Hein. Je dis toujours aux gens, des fois... puis ça, j'ai une anecdote là-dessus qui est intéressante. À un moment donné, je me souviens, j'étais dans les moteurs, j'étais chez Pratt & Whitney. Et on avait un problème d'un moteur qui allait en chambre de test, puis qui se mettait à vibrer. Et là, on mettait tous nos scientifiques ensemble, nos meilleurs ingénieurs, puis on a redésigné le moteur 3 fois. Tout le gearbox au complet, l'engrenage. Mais tu sais, on ne se posait pas des questions fondamentales. Tu sais, on arrivait là, puis on disait, c'est sûr, on avait conclu dès le départ que c'était le design. On a dépensé, je pense, 20 millions de dollars à redesigner le gearbox 3 ou 4 fois, l'engrenage, puis on l'a testé. Finalement, ça ne marchait pas. Puis à un moment donné, on a mis du monde qui n'était pas trop connaissant dans le sujet, dont moi. Puis là, on se posait des questions autour de la table. On a dit, pourquoi? Puis là, maintenant, on découvre qu'il y avait un autre endroit où on assemblait le même moteur en Alberta. Eux autres, le moteur avait toujours passé les tests, n'était jamais rejeté pour vibration. Mais là, on a dit, pourquoi? T'sais? Fait que là, on s'aperçoit, puis là, je vais couper l'histoire courte, que les sensors, les senseurs qui mesuraient les vibrations, étaient montés sur des braquettes, des petites braquettes qui se mettaient en vibration naturelle avec le moteur. Puis c'est eux autres qui vibraient, c'était pas le moteur. Ah. Fait que, imaginez-vous, ça nous a coûté 200$ par braquette. On a changé ça, le problème était réglé, on n'a jamais pu après.
Mais c'est là que je dis qu'il faut mettre des fois les bonnes personnes puis se poser les bonnes questions. On aurait pu le régler pour 800$. Finalement, ça nous a coûté des millions de dollars avec des clients pas satisfaits parce que là, on était obligé de rebâtir le moteur, livrer le moteur en retard, etc. Fait que les embûches, il faut les embûches, il y s'entourer. en a, il faut s'entourer. Il ne faut pas penser qu'on sait tout, malgré qu'on ait expérience ou malgré qu'on est le PDG de la compagnie. Jamais. Fait qu'il faut toujours mettre les bonnes personnes avec nous, puis réfléchir, puis de conclure c'est quoi la meilleure chose à faire. Bien, merci. Ouais. C'est très intéressant. Alors, on pense dès maintenant au thème 3, expérience marquante. Oh. Donc, une première question de Louis-Étienne Messier. C'est une question qui peut être effectivement liée à une expérience marquante. Alors, c'était comment de se battre contre le monopole de Airbus et de Boeing? OK. Ça, c'était extrêmement difficile. C'était, je dirais, quand Bombardier a décidé de bâtir puis de designer, peut-être je vais rappeler l'histoire à certains d'entre vous, à un moment donné, on avait du succès dans les avions d'affaires, on avait du succès dans les avions régionaux, qui était ce qu'on appelait le CRJ chez nous, Canadian Regional Jet. On se compétitionnait avec Embraer. Fait qu'on avait développé un créneau qui n'existait pas. Quand Laurent Baudouin a décidé de faire des avions de 50 places, 75, ça n'existait pas avant. Alors, il y avait beaucoup de vols régionaux qui demandaient des plus petits avions. Fait que ça, on est arrivés les premiers dans ça. Mais là, un matin, on s'est levé et on a dit, bon, OK, on va attaquer Airbus et Boeing, on va faire des avions de 100 passagers et plus. Fait que c'était peut-être comment mon père disait, c'est une bonne mauvaise idée, là. Fait que on a commencé à le faire. On a développé un produit magnifique qui vole aujourd'hui, d'ailleurs. Il y en a 600-700 qui sont en service, mais qui appartient à Airbus maintenant. Et je pense que ce qu'on n'avait pas fait, Airbus et Boeing nous ont vraiment fait la vie dure, à tous les égards. Ils ne voulaient pas que Bombardier développe cet avion-là, puis on était Canadiens, on était les petits Canadiens qui allaient compétitionner les deux gros éléphants. Puis eux autres, ils étaient contents de leur duo poli. Alors, on s'est levé, puis on a dit, on va le faire. Et écoutez, à partir du début, ils menaçaient les fournisseurs de ne pas travailler avec nous. On a réussi à embarquer les fournisseurs. On avait un avion qui était spectaculaire, honnêtement, là, qui est aujourd'hui le meilleur avion, dans cette catégorie-là. Fait qu'on ils savaient qu'on était capable. Fait que ça leur faisait peur qu'on vienne les compétitionner puis développer ça. Mais moi, je peux vous dire, je me souviens d'un voyage. J'ai travaillé toujours dans les avions d'affaires puis le service. Puis à un moment donné, mon patron me dit, on a des problèmes, pourrais-tu aller faire 1 an, 6 mois du côté des avions commerciaux? Puis moi, je suis ingénieur, j'avais un background manufacturier. Fait que je m'en vais en Chine. Mon premier voyage de l'année, je me souviens, c'était en janvier 2011. Je m'en vais en Chine. Puis il y avait un appel d'offres en Chine que les Chinois allaient faire pour acheter des avions dans cette catégorie-là. Et en Chine, c'est particulier, l'appel d'offres est fait par le gouvernement. C'est comme si le gouvernement canadien faisait un appel d'offres et disait on va acheter 200 appareils, puis ensuite il les distribue aux lignes aériennes. Ils vont leur donner 100 à Air Canada ou à China Eastern, puis les autres lignes aériennes. Fait que c'est un système d'achat centralisé, puis ensuite de ça distribué dans les lignes aériennes. Et là, c'est une vraie histoire. J'étais avec lui, on lui présente ça, et clairement, on avait un produit supérieur à Airbus et Boeing à l'époque, là, qui avait le 737, qui a d'ailleurs poussé Boeing à faire le 737 MAX parce qu'ils n'étaient plus capables de compétitionner. Vous savez, tous les problèmes qu'ils ont eus. Puis Airbus a fait le NEO. Aussi, eux ont eu des problèmes. Mais ça, c'était la pression d'un avion canadien qui s'en vient, qui les a poussés à faire des nouveaux avions qui ne rattrapaient pas le C-Series, mais qui s'en approchaient un peu. Alors, le soir, on s'en va souper avec ce monsieur-là qui est en charge des achats en Chine. Et là, il me raconte, il dit, nous autres, on n'avait aucun aide. Moi, j'étais vice-président programme à l'époque. J'étais avec 2 de mes collègues. On était 3, puis on allait vendre notre salade aux Chinois. Il me raconte que la semaine avant, ou juste avant Noël, il y avait Nicolas Sarkozy, qui était le président de la France à l'époque, avec le PDG d'Airbus, qui était là comme vendeur en chef pour leur dire d'acheter du Airbus. Et le lendemain matin de notre rencontre, il y avait Hillary Clinton, qui était à l'époque la numéro 2. Il y avait Obama qui était président, puis elle était comme la numéro 2. Et elle était là avec le PDG de Boeing pour aller les dire d'acheter Boeing. Alors là, je revenais chez nous et je me disais, on n'a aucune chance. C'est comme on est tout seul là-dedans, là, puis on a le gouvernement poteau. Non, c'est ça. Fait que là, on commençait à se gratter la tête et dire comment on va faire pour combattre ça, parce que ça devenait une décision qui n'était plus une décision technique, mais politique. Oui. Fait que ça, c'était notre adversaire tout le long. Puis on a eu des délais, on a eu des retards aussi sur le programme. Le programme a coûté 7 milliards à Bombardier. C'est vrai que le gouvernement québécois a mis 1 milliard, 3,4, 5, je ne me souviens plus, dans le programme.
qui sont d'ailleurs propriétaires encore d'une partie du programme avec Airbus. Mais la beauté de ça, c'est que ceux qui ont vraiment perdu de l'argent, c'est Bombardier. On a mis 7 milliards pour on a eu une pièce en échange, puis on est obligé de le donner parce qu'on n'avait plus les moyens de le supporter. Et on avait une compétition aux États-Unis, on ne pouvait plus vendre d'avions. Boeing nous avait amené en cours sur le commerce, fait qu'on était incapable de faire face à ça. Fait que ça a mis la compagnie en difficulté. Et on est obligé, à contre-cœur, évidemment, de carrément le donner. Là. Fait que la beauté, la bonne nouvelle, c'est que le gouvernement québécois est encore dedans, puis il y a quand même 3 500 emplois à Mirabel, au Québec, où ce qui fabrique encore les avions, qui ne vont pas aux États-Unis, mais qui vont à l'extérieur des États-Unis, parce qu'aux États-Unis, ils ont forcé à avoir une usine sur place. Du protectionnisme américain, là, on entend parler de ça beaucoup. Fait que ça, c'était une aventure intéressante avec Boeing et Airbus. Fait qu'on s'est battu avec eux. Encore récemment, plus récemment, vous l'avez peut-être vu, j'ai moi-même à bataille de front, là. On était très déçus de notre gouvernement à Ottawa qui ont acheté sans appel d'offres des avions de défense qu'on aurait pu faire nous, en gré à gré, sans appel d'offres, de Boeing directement. Fait que ça nous a déçus. On n'a jamais compris, puis honnêtement, aujourd'hui, je ne comprends pas pourquoi. Ce qu'on a compris, c'est qu'il y avait probablement un deal entre Biden et Trudeau sur d'autres choses, puis il avait promis qu'il achèterait les avions, puis la défense était un petit peu, je vous dirais, naïve sans nous considérer, parce que ce qui est le plus décevant dans ça, c'est qu'on était capable de faire un meilleur avion. L'avion aujourd'hui qu'on a acheté, le Canada, les autres pays qui l'ont acheté il y a 20 ans, parce que c'est les derniers qu'on achète de la série de Boeing, les autres pays viennent nous voir pour remplacer le P-8 qu'on appelle par nos avions. Fait que tu dis, comment ça que mon pays ne l'a pas acheté pour qu'on soit les premiers, puis qu'on le fasse ensemble, puis ensuite le vendre sur la scène internationale et créer des emplois ici au Québec et au Canada. Fait que c'était une expérience décevante. Mais Boeing, il ne faut jamais sous-estimer. Là, ils ont beaucoup de poids. Ils ont tout le poids du gouvernement américain derrière eux. Et on sait qu'ils en ont beaucoup. Mais vous avez quand même démontré le savoir-faire puis le génie canadien quand quand vous êtes allé présenter quand même ce projet-là. Il n'y a personne qui a de doute là-dessus. Là. Aujourd'hui, vous le savez, là, je ne sais pas s'il y a des amateurs d'aviation, mais le Global 7500 qu'on vend aujourd'hui, qui va devenir le 8000 cette année, c'est l'avion qui vole le plus haut, à 51 000 pieds, qui fait des distances de 8000 milles nautiques, qui vole le plus vite. D'ailleurs, pour le tester, on a dépassé la vitesse du son. On va le certifier à 0.94 Mach. Alors, on fait ici l'avion admiral, je dirais, des avions qui sont faits partout sur la planète. On peut être fier de ça. Il est fait ici au Québec. Il y a de quoi être fier. Ouais, il y a de quoi être fier. Absolument. Bien, merci. Merci. C'est clairement une expérience marquante. Absolument. C'est un bel exemple. Alors, on a une autre question pour vous dans cette catégorie de Benjamin Lacasse de physique. Je cherche notre Benjamin. Salut, Benjamin. Salut, Benjamin. Donc, qu'est-ce qui vous a motivé à revenir chez Bombardier après votre passage chez Hydro-Québec? J'ai eu un passage extraordinaire à Hydro-Québec. J'avais été chez Bombardier une quinzaine d'années. J'avais fait beaucoup de choses. En fait, j'ai d'ailleurs commencé dans les trains chez Bombardier pour ensuite de ça retourner en aéronautique que j'avais fait par les moteurs. Fait que j'ai fait plusieurs années à Bombardier. Je connaissais bien l'organisation. J'adorais la culture. Puis à un moment donné, il est arrivé des changements chez Bombardier qui ont fait que j'ai considéré d'autres options. Puis je suis allé chez Hydro-Québec. Mais j'ai adoré cette expérience-là parce qu'Hydro-Québec aussi, c'est vraiment une force impressionnante. Sur le plan technique, Hydro-Québec, c'est une référence mondiale en transmission, en transport. Moi, je me souviens, la première année que j'étais là, les Chinois qui faisaient du 1000 volts avaient des gros problèmes techniques. Bien, ils étaient chez nous. Les gens, d'ailleurs, dans la salle qui ont participé peut-être à ça, ils étaient chez nous pour qu'on les aide à comment faire de la transmission à 1000 volts. Parce que nous, au Québec, on a fait du 735 000 dans les années 60. Fait qu'on avait beaucoup de savoir sur les postes de transformation, que ce soit en courant continu, en courant alternatif. Fait que j'ai adoré mon expérience à Hydro-Québec, puis c'était une décision difficile. Fait que, puis chez Hydro-Québec, le PDG, c'est un contrat de 5 ans. Okay. Fait que j'avais un contrat de 5 ans. Et là, tu sais, des fois, il arrive des choses. Le conseil puis le gouvernement souhaitait que je reste un autre 5 ans, mais il y a Bombardier aussi qui avait des gros enjeux en 2019-2020 qui ont commencé à me rapprocher puis ils ont dit « Tu reviendrais-tu? » Puis là, on va restructurer la compagnie, on va vendre les trains, on va vendre les avions d'affaires. On va se concentrer, pas les avions d'affaires, mais les avions commerciaux, mais on va se concentrer. Fait que c'était un gros défi. Puis je peux vous dire, quand je suis arrivé, ça a été les 9 mois de ma vie, je pense que j'ai travaillé comme j'ai jamais travaillé parce que c'était extrêmement pénible. C'était pendant le COVID. Fait que j'ai commencé le 6 avril 2020. Et je me souviens, mon premier matin au travail, vous savez, la compagnie était en difficulté financière.
Fait que mon premier matin, je m'assois, on a encore le bureau siège social sur René Lévesque à Montréal. Mon CFO vient me voir, puis il me dit, bon, il dit, écoute, il dit, on a 49 usines dans le monde, parce qu'on avait encore Bombardier Transport. Ils sont tous fermés, il n'y a personne qui produit rien. Fait que ça, c'est jamais une bonne nouvelle pour une compagnie manufacturière de rien produire. Et là, parce que tous nos fournisseurs, les chaînes logistiques, il n'y a rien qui fonctionne. Là, puis on ne sait pas trop à ce moment-là comment ça va tourner. T'sais. Puis il me dit, écoute, on fait des premiers estimés, mais on pense que sur nos liquidités cette année, on va utiliser 1 milliard de liquidités de plus du côté transport, puis à peu près 1,5 milliard de plus du côté aéronautique. Fait que 2,5 milliards d'écart de liquidité, parce que tout simplement, on s'enlignait pour construire 150, 160 avions, puis là, le marché arrête complètement. On dit que le marché va peut-être en prendre 100. Fait que, puis tu sais, des avions, tu ne construis pas ça pour la semaine prochaine, tu construis des mois d'avance. Fait que là, on a comme peut-être 50, 60 avions en inventaire de trop pour lesquels on n'a pas de clients et ne sont pas vendus. Fait que là, c'était compliqué. Je me souviens à 10 h le matin, mon plus gros client qui est NetJet, je ne sais pas si vous connaissez. NetJet, c'est comme une ligne aérienne d'avions d'affaires. Vous pouvez acheter des heures. Vous dites, moi, je vais aller en Floride avec ma famille, m'acheter 3 heures de vol, 3 heures de vol pour en revenir. Fait que tu n'es pas obligé d'être propriétaire de ton avion privé. Fait qu'eux autres, ils me disaient, je me souviens, Adam, le CEO, m'appelle et il me dit, écoute, Éric, bon retour, parce que je le connaissais depuis longtemps, mais il dit, sur mes 750 avions, ils ont 750 avions, ça appartient à Warren Buffett d'ailleurs, cette compagnie-là, il dit, on en a 3 qui volent aujourd'hui. Puis c'est pour des urgences. Parce que souvent, les avions d'affaires, les gens pensent que bon, c'est les stars d'Hollywood qui voyagent là-dessus, là, mais des fois, c'est des seuls avions qui sont capables d'aller chercher des employés qui se sont blessés, par exemple, dans le Grand Nord ou quelque part aux États-Unis, dans des endroits où ils ramènent des gens dans les hôpitaux à gauche, à droite. Fait que, tu sais, il y a plusieurs applications, là. Puis comme je vous disais tantôt, c'est surtout utilisé par des gens qui ont des entreprises globales qui ont besoin de voler souvent puis de se déplacer. Mais ça a été une journée que je vais me souvenir toute ma vie. T'sais. Fait que c'était comme, ça a commencé comme ça, c'est chapeau de roue un peu. Mais finalement, j'avais la chance de connaître la culture de l'entreprise, les gens. J'ai été chanceux parce que comme je connaissais la boîte, ma courbe d'apprentissage était très rapide. J'avais juste besoin de retrouver mes repères assez vite. Mais ça, c'était important. Ça m'a donné une chance de réussir là, avec l'équipe. Puis aujourd'hui, on a une compagnie qui est en santé. Les 9 premiers mois étaient pénibles. Mais là, aujourd'hui, on a une compagnie qui est solide. On a donné, on annonce nos résultats la semaine prochaine. Ça fait 4 ans que on rencontre nos objectifs financiers. Les choses ont bien progressé. Juste pour vous donner une idée, en 2020, on a fait 200 millions de profits en EBITDA. Là, excusez, là, je ne me souviens pas en français comment on le dit. L'an passé, on a promis au marché 1,3 milliard. Puis on est là. Fait que, cette année, on s'enligne pour plus que ça. Fait que la compagnie est en santé financière. On a réduit notre dette énormément. On avait une dette gigantesque pour toutes sortes de bonnes et mauvaises raisons. C'était une énorme gestion de changement. C'était un changement radical. Mais tu sais, ça s'est fait aussi. En parallèle avec la pandémie. En parallèle. Mais au début, après ça, la pandémie nous a propulsés parce que ça a aidé notre business. Les gens aux États-Unis, tu sais, tu n'as pas besoin nécessairement d'être riche pour voler un avion d'affaires. Les gens qui sont quand même assez aisés pour, je disais tantôt, acheter des heures, etc., avaient peur de voler dans les avions commerciaux à cause du virus. Fait que là, ils disaient, moi, je ne veux plus voler là-dedans, je vais aller voler dans un avion. Fait que, tu sais, ça coûte plus cher, évidemment, que même un siège en première classe, mais pas tellement plus cher. Fait que les gens disaient, je vais être en sécurité, ma famille ou mes collègues, tu sais, le CEO voyage avec son équipe. Fait que ça a propulsé notre business du côté des avions d'affaires. Aujourd'hui, on a 2 ans de carnet de commandes. Fait que si le monde arrête, fait que là, évidemment, on a des menaces avec les États-Unis. Ça a démocratisé un petit peu l'usage d'avions d'affaires. Absolument. C'est des raisons de sécurité. Il y a toutes sortes de choses qui ont embarqué dans ça. Puis c'est ça. Alors, on est rendu là. Merci. Merci beaucoup. Alors, ça fait le tour pour notre thème expérience marquante. Je pense que c'est une expérience marquante. On aurait pu passer la journée là-dessus. Oui, bien probablement que c'est ça. C'était des expériences marquantes, ça. Ouais. C'est la vie d'un gestionnaire. Absolument. On ne sait jamais à 100%. Pas tout peut être prévu. Ouais. Donc, notre 4e thème, ça va très bien, technologie et innovation. Alors, pour ce thème, on a une première question de Benjamin Lacasse. Encore une excellente question. Comment Bombardier prévoit-elle intégrer les technologies vertes dans l'aviation d'affaires? Bien, ça, les technologies vertes, c'est dans notre poste de dépenses de recherche et développement. C'est 80 quelques pourcents, même quasiment 90% de nos investissements, c'est sur des technologies pour réduire notre empreinte de carbone.
Alors, on développe présentement, si vous allez sur YouTube, à un moment donné, vous le ferez quand vous aurez le temps, il y a les EcoJet de Bombardier. C'est un avion avec une forme complètement différente. Puis juste la forme aérodynamique de l'avion réduit la consommation de 20 %. Fait que sans rien faire d'autre, là, puis il y a d'autres choses qu'on est en train de faire, il y a aussi la partie qu'on développe à travers ça. Là, on teste beaucoup de trucs plus électriques. J'ai-André un peu plus tôt, là, moi, écoute, ça a l'air loin, il y a 20 ans, quand on a mis le Challenger 300, la famille, qui est devenue aujourd'hui le 3500 en service, on avait à peu près 300 000 lignes de code dans tout l'avion. Sur notre Global 5500, on en a 100 millions. Fait il y a une grosse partie qui est beaucoup plus software qu'avant. On a remplacé du mécanique. Tu sais, aujourd'hui, là, on n'a plus de poulies avec des câbles pour faire bouger les ailerons, tout ça. Ça se fait avec des servomoteurs qui sont reliés avec des petits fils. Puis c'est tout contrôlé de façon programmée, de façon digitale. Puis les appareils sont presque pilotés par l'avion lui-même. Alors, c'est complètement différent que ce qu'on a fait dans le passé. Fait, je dirais, il y a plus d'électrique qui réduit le poids de l'avion. Fait que plus on réduit le poids de l'avion, bien, moins on consomme d'essence, puis on peut faire plus de distance. Puis après ça, il y a les motoristes aussi qui font beaucoup de travail. Fait, je vous dirais, nous, les 3 grands angles, il y en a 4 en fait. On a la forme aérodynamique de l'avion qui est quand même très prometteur. On a d'ailleurs, si vous allez voir, comme je disais sur YouTube, EcoJet Bombardier, on vole un drone présentement. On avait un drone avec à peu près 3 pieds d'un aile à l'autre, puis là, on est rendu avec un de 16 pieds. On le vole secrètement au Canada, dans plusieurs endroits, puis les tests sont vraiment très, très bons, les résultats. Alors ça, on est vraiment excités de ça. Et puis, les autres créneaux, bien, c'est, comme je disais, les motoristes aussi qui font de la recherche pour réduire la consommation d'essence. Ensuite, on utilise aussi le plus d'électrique aussi. Et l'autre, c'est les carburants. On appelle ça les SAF, en anglais, Sustainable Aviation Fuel. C'est des carburants qui sont, dans le fond, exemple, on va prendre du blé d'Inde, puis des résidus, puis on va faire des carburants avec. Puis comme c'est un recyclage de quelque chose qui a capturé du carbone, bien, à ce moment-là, on relâche du carbone qui avait été capturé. Donc, au lieu d'en produire du nouveau qu'on a émis de la Terre. Ça, d'ailleurs, Bombardier, nous-mêmes, on est très responsables parce qu'on vole beaucoup d'avions. Quand on construit un avion, il faut aller le voler pour le tester. Puis quand on fait des démonstrations aussi à des clients, des futurs clients qui vont acheter, fait qu'on brûle du carbone. Et on dépense à peu près 5 millions par année pour utiliser à peu près 25-30 % de carburant SAF, qu'on appelle pour justement baisser notre empreinte de carbone. Des carburants SAF? Sustainable Aviation Fuel en français, okay. C'est quoi, Louise? Carburant d'aviation durable. Louise, merci, une chance qu'elle est là. Alors, ça, c'est des carburants là, que j'expliquais, comment est-ce qu'on les fabrique, comment est-ce qu'on les fait, mais pas nous, mais on les achète. Donc, on met ça dans nos avions pour nos vols, puis on réduit notre empreinte d'à peu près 25 %. Donc, on brûle 25 %. Fait que ça, c'est beaucoup l'avenir. Puis ça, ce qui est le fun, c'est que c'est pas quelque chose qu'il faut faire de la recherche qui va être prêt dans 25 ans. Là. C'est là. Là, il y a un besoin que les gouvernements se mettent derrière pour accélérer la disponibilité. Parce que là, c'est vraiment très local. Il y en a en Californie, il y en a dans le nord des États-Unis. Au Canada, on n'en fait pas. Et en Norvège, je crois qu'ils en font. Il y en a en Europe aussi. Donc, ça, il faut vraiment étendre la production, produire davantage, puis de le rendre disponible. Parce que malheureusement, aujourd'hui, si vous atterrissez à l'aéroport à Québec, il n'y en a pas. T'sais, même si vous voudriez en mettre, c'est un petit peu plus cher. Mais les gens des avions d'affaires disent, moi, ça ne me dérange pas de payer plus. Là, fait que mettez ça, puis je veux au moins avoir la conscience qu'on a une empreinte de carbone plus faible. Puis c'est tout aussi efficace, je présume, absolument, dans les moteurs. Il n'y a pas de distinction. Absolument. Ah, bien, merci beaucoup. Alors, j'aurais peut-être une sous-question, parce que j'avais une question sur l'électrification, puis je pense que vous y avez déjà répondu. Un 2 pour 1. Un 2 pour 1. Mais je vous demanderais, quel rôle pensez-vous que les jeunes ingénieurs vont pouvoir jouer dans l'innovation, justement, chez Bombardier? C'est une question de, je ne sais pas si je vais bien prononcer son nom, Youssel Joseph. Okay. Le rôle va être énorme. Là. On recrute beaucoup. Premièrement, dans les prochaines années, chez Bombardier, on a beaucoup de gens qui vont partir à la retraite. Donc, on va créer quand même beaucoup de postes. Puis le défi qu'on a, c'est que c'est sûr que c'est des gens qui partent avec beaucoup d'expérience. C'est pour ça qu'on a ouvert, depuis 4-5 ans, quand je suis revenu, on a embauché beaucoup. On offre à peu près 1000 stages par année, okay, juste pour vous donner une idée. Puis les gens avec qui, il y a un fit, là, que je vais dire ça comme ça, avec qui on pense que pour eux, c'est bon de venir chez Bombardier, puis nous, c'est bon de les avoir. On va essayer de les préserver puis de leur offrir un emploi plus tard.
Fait qu'il va y avoir des opportunités parce que, comme je vous dis, il y a beaucoup de gens qui vont partir à la retraite dans les 5 prochaines années même. Fait qu'on veut les rentrer le plus tôt, ces jeunes-là, pour qu'ils aient la chance de travailler, que les gens puissent expérimenter pour apprendre. Parce que l'aéronautique, c'est quand même, ça vient beaucoup des programmes de développement puis de l'expérience qu'on a eue à développer des programmes dans le passé. Tu sais, je regarde les Russes dans les années 80, ils étaient aussi bons que nous en aéronautique. Ils étaient capables de faire des avions aussi bons que les Américains, que les Canadiens, puis que les Français. Puis malheureusement, quand il y a eu toute la révolution en Union soviétique, l'Union soviétique a explosé, ça s'est perdu. Fait qu'ils ont perdu une génération, le savoir, là, il s'est diffusé, ces ingénieurs-là sont allés faire autre chose. Et là, ils ont essayé de recommencer. Excusez-moi. Ils ont essayé de recommencer, mais c'était vraiment pénible. Sukhoi a développé un avion, à un moment donné, il y a eu des explosions, des problèmes de sécurité importants. Fait que là, ils sont un peu stagnants, ils en font, mais c'est pas. Disons que moi, je ne volerais pas dedans. Fait que si vous allez en Russie, essayez de prendre un avion à Airbus ou Boeing ou Bombardier. Mais, on ne fera pas de comparaison avec certaines voitures. Oui, c'est ça. Exact. Mais tu sais, mais c'est bizarre, tu sais, parce qu'ils étaient autant capables. Fait que ce que je dis, c'est que dans le fond, le transfert de savoir et de connaissances de génération en génération dans ces secteurs de haute technologie de pointe est important. Puis je pense que ce que les jeunes vont pouvoir amener, qu'on n'a pas aussi, c'est toute la question de l'AI. C'est sûr que j'ai des gens brillants chez nous qui sont même plus âgés puis ils s'intéressent à ça. On comprend. Puis je pense qu'on a 6 ou 7 projets de front en AI présentement qui sont super intéressants. Mais je pense que la nouvelle génération aussi va nous amener ailleurs là-dessus. Sur ce sujet-là. Clairement, on a beaucoup d'intérêt ici à la faculté pour ça. Sûrement. Alors, on est rendu au 5e et dernier thème. Il nous reste quelques minutes pour l'aborder. C'est le thème sur l'éducation et la formation. Alors, j'ai ici une question de Stéphane Boudreau de Biologie. Et ce que Stéphane vous demande, quelle est l'importance de l'interdisciplinarité pour une compagnie comme Bombardier? Quelles sont les compétences les plus recherchées chez les nouvelles diplômés que vous embauchez? Bien, l'interdiscipline, si je comprends bien la question, c'est hyper important chez nous. Là. Moi, j'ai plusieurs disciplines de génie électrique et de génie mécanique chez Bombardier. C'est pas juste, j'ai des ingénieurs de stress, j'ai des docteurs en chaleur, études d'échange de chaleur, on utilise des matériaux aussi, toute la science des matériaux. Oui. Fait que les disciplines, exemple, juste en génie mécanique, il y en a plusieurs. Même chose en génie électrique. Puis après ça, il y a tout l'aspect software qui est devenu extrêmement important. Donc, on touche à plusieurs disciplines. Puis à la fin, on est des intégrateurs, nous. On développe une partie nous-mêmes, mais aussi on achète des systèmes qu'on intègre. Exemple, on ne développe pas de moteur. On achète les moteurs, mais l'intégration d'un moteur sur l'avion, là, il y a toute la partie aérodynamique, mais il y a toute la partie aussi de la propulsion, la force. Fait qu'il y a beaucoup de cohésion. Fait que les disciplines sont... Il y en a je dirais probablement, des dizaines, certainement, des différentes disciplines de génie auxquelles on se réfère et auxquelles on a besoin. Puis sinon, dans les autres qualités qu'on recherche, c'est des jeunes ingénieurs là, qui viennent chez Bombardier. Ouais. Ben moi, quand on recrute chez Bombardier, on recrute pour 2 raisons. Ouais. C'est sûr que les gens doivent être compétents. Là, on cherche, par exemple, un ingénieur en stress ou peu importe, là, une discipline. Fait qu'il y a la compétence. Mais l'autre qui est aussi important pour la compagnie, mais pour l'individu aussi, c'est le fit avec l'organisation, la culture. Il faut que tu te sentes bien dans cette culture-là, dans cet environnement-là. Fait que moi, je dis toujours aux gens, on n'engage pas les gens juste pour ce qu'ils savent, mais aussi pour ce qu'ils sont. Donc, exemple, quelqu'un qui viendrait d'une entrevue chez nous et dirait moi, j'aime ça travailler tout ça de chez nous, je ne veux pas avoir de collègues puis travailler en équipe. Je ne suis pas sûr que c'est à la bonne place. Puis ça se peut que ça soit. Puis je ne dis pas que c'est mauvais, mais chez nous, à cause de comment on travaille plusieurs disciplines ensemble, c'est fondamental que la personne aime travailler en équipe. Puis fait que je donne un exemple, là, puis c'est peut-être un peu étiré, mais c'est quand même vrai que moi, pour chez nous, le travail d'équipe, c'est primordial parce que nos ingénieurs sont toujours appelés à collaborer avec d'autres disciplines. Donc, le travail d'équipe, c'est un exemple. Puis, je pense que c'est des qualités. Fait que quand on va faire du recrutement ou qu'on va chercher des gens, on va chercher des gens qui sont évidemment compétents, qui ont le savoir, mais en même temps des gens qui vont avoir le côté être aussi, qui va être un fit avec l'organisation pour que le long terme fonctionne. Sinon, c'est pas bon pour personne. Les gens viennent 1 an, mais après 1 an, ils quittent. Puis nous, on investit à les recruter 1 an. Pour des gens aussi, des fois, ça peut les retarder dans leur carrière. Fait que c'est important, ça.
c'est une des choses les plus importantes qu'on fait dans les grandes entreprises comme nous, c'est de savoir bien recruter, puis de reconnaître des gens qui vont être un fit avec nous pour le long terme. Le savoir-être. Exactement, c'est ça. Merci. Merci. Alors, une autre question. Durant votre baccalauréat, avez-vous repris des cours? Puis, est-ce que votre relevé de notes a joué un rôle décisif pour avoir accès à des postes intéressants? C'est une question qui nous vient de deux étudiants, Munich Marianne Nouma Hubert et Wissem Asna, tous deux en génie informatique. Mais c'est la réalité. Là, je peux le dire, mes parents ne sont pas là. Mais la réalité, c'est que non, je n'ai pas pris de cours. Sauf que la vérité, c'est que j'ai fait 1 an. En fait, c'était ça ma première ou deuxième année. En fait, ma deuxième session, j'ai arrêté le programme. Je n'étais plus sûr que je voulais continuer. Fait que j'ai pris une session sabbatique. J'ai abandonné mes cours à temps pour pas que ça soit un problème. Mais j'ai arrêté carrément l'école. Puis là, je disais, est-ce que je continue en génie électrique ou dans d'autres choses? Puis là, je me posais la question, je pouvais peut-être aller en physique ou en mathématiques, en tout cas, peu importe. Fait que là, je suis revenu et je suis allé travailler. Je travaillais tout l'été. Puis là, je suis revenu et je me suis convaincu. Je dis non, c'est vraiment ça que je veux faire. Fait que je suis revenu. Puis là, j'étais en mode accéléré. J'ai fait 2 cours l'été. Puis j'ai accéléré mes sessions. J'ai fini en même temps que tout le monde. Fait que c'est comme si je l'ai fait un peu en 3 ans et demi en trichant un petit peu l'été. Mais j'ai pas raté de cours, là. Disons que ça allait bien. Mais je travaillais. J'avais mon contexte à moi. Je vous l'ai dit déjà, je viens d'une famille très modeste. Fait que je travaillais. Pendant mes études, j'avais 2 jobs, 3 jobs pendant tout le bac. Puis je m'organisais avec ça. T'sais, on travaillait fort, là, mais c'était correct. Comme employeur, est-ce que vous pensez qu'un étudiant qui a peut-être eu plus de difficultés puis que le relevé de notes n'est pas le plus élevé, est-ce que c'est pas là le savoir-être va d'efforts. venir compenser, justement? Le savoir-être va compenser énormément. OK. Puis moi, tu sais, j'ai été chanceux parce que vous êtes un peu privilégié, la situation a changé. Je pense que moi, quand j'ai terminé en 91, on était 100 finissants en génie électrique. Puis à la fin de l'année, on était 8 qui avaient un emploi. Fait que c'était des années que c'était extrêmement difficile, le marché était dur. Puis j'ai mes chums qui étaient avec moi au bac. Ça a pris 2 ans avant qu'ils se trouvent un job. Fait que le contexte était complètement différent d'aujourd'hui. Puis moi, j'avais été pris dans les 8, mais je pense que, bon, j'avais des résultats qui étaient bien, mais je n'étais pas le meilleur non plus sur le plan académique, mais j'avais des bons résultats. Mais je pense que mon savoir-être, ce que j'avais appris ailleurs aussi, m'a beaucoup aidé. Fait que les deux ensemble, Procter d'ailleurs recrutait comme ça. C'était comme, on recrute comme ça quelqu'un qui a le profil pour avoir une carrière à long terme avec nous. C'est bien. Excusez-moi. C'est important. Hein? Donc, ça donne une autre perspective à nos étudiants. Prends une petite gorgée d'eau pendant que Bonne j'entends idée, votre question. bonne idée. Merci. Donc, on a une question maintenant de Justin Bissonnette, qui est en droit. Bonjour, Justin. Alors, comment naviguer entre J'ai besoin de mon avocat, là, où ça va aller. Je vais faire attention à ce que je dis. Toujours faire attention. Comment naviguer entre la pression de suivre un chemin stable et défini et celle de s'émanciper? Alors, j'imagine qu'on peut penser à cette question-là dans le contexte, du cheminement scolaire et académique, puis plus tard dans le contexte du cheminement de carrière. Ouais. J'ai un peu touché. Hein. Je pense qu'il faut faire autre chose. Le milieu académique nous amène beaucoup de choses, nous prépare à beaucoup de choses. Moi, je suis toujours en génie, probablement, je pense que ce que j'ai le plus appris, c'est notre mentalité. On ne s'en aperçoit pas, mais c'est naturel de résoudre des problèmes. Ouais. Même dans ma vie, à tous les jours, si j'ai de quoi de briser à la maison, il faut que je comprenne pourquoi c'est brisé. Là. Des fois, ma blonde a dit « arrête ». C'est pas toi le technicien, mais j'ai besoin d'aller au fond des affaires et comprendre. T'sais. Fait que ça vient avec la formation un peu qu'on a reçue. Mais je pense qu'il faut s'ouvrir à autre chose. Il faut être capable de balancer ça, avoir une vie sociale, être capable de tester d'autres choses. Je vous parlais de leadership tantôt un peu, si vous avez la chance, dans certaines occasions, que ce soit à l'Asgul ou il y a d'autres choses. Là, même si vous avez des jobs d'été, des fois, ça ne veut pas dire que vous n'avez pas besoin d'avoir le titre de patron, mais des fois, influencer. Il y a des gens que c'est naturel chez eux. Ils vont prendre un espace puis ils vont influencer les gens automatiquement autour d'eux. Fait des fois, le leadership, ça vient un peu naturellement aussi. Alors moi, je vous dirais, ouvrez les horizons. Essayez pas de juste être bon dans une partie, une sphère, parce que dans la vraie vie, après, tout compte. Oui. Tout compte. Merci. Merci. Alors, on a maintenant une question de Benjamin Lacasse. En physique, Benjamin. Benjamin, tu es inspiré, c'est bon? Benjamin était super inspiré. Puis c'est une bonne question aussi. Quel rôle jouent les compétitions d'ingénierie comme Robotic First Québec, dont vous avez été membre du conseil d'administration quand même, dans le développement de la relève?
Ça, c'est super important. Je pense qu'il faut la donner la piqûre du technique, d'avoir un intérêt pour l'aspect technique le plus jeune possible. Fait que Robotic First, c'est pas pour ceux qui savent, peut-être qu'il y en a qui savent c'est quoi, d'autres moins, puis peut-être qu'il y en a qui ont participé aussi. C'est des jeunes qui, dans les écoles secondaires, ça commence secondaire, puis même maintenant, ils vont jusqu'au primaire, là, je pense 5e, 6e année, qui font des espèces de projets. Et bon, il y a un prof, puis il y a souvent quelqu'un qui est assigné. Comme nous, chez Bombardier, on avait des employés, des ingénieurs, ou à Hydro aussi, qui allaient supporter un professeur pour fabriquer un robot. Puis à la fin, ce robot-là, ils font une compétition de robots, que le robot soit capable, je ne sais pas, mais de ramasser quelque chose par terre puis de le déposer dans quelque chose. Fait que les jeunes apprennent. Fait que c'est là des fois qu'ils ont la piqûre du technique. Puis c'est ça qui va peut-être les aider à décider d'aller en génie. Puis bon, nous, c'est important, le génie pour nous. Chez Bombardier, on a des milliers d'ingénieurs. On en a un peu partout, même à l'international, on en a beaucoup. Alors, c'est important pour nous de s'assurer que la pépinière, puis au Québec, on est vraiment chanceux. On a des bonnes écoles de génie, c'est reconnu un peu partout. Et ça, on est privilégié d'être au Québec pour ça. Fait que, mais il faut s'assurer que ça continue. Il faut s'assurer que ça continue. Il y a toujours eu le fameux défi d'attirer plus de filles en génie aussi. Ça demeure encore un défi. Oui. Écoute, je pense que les chiffres ont resté à peu près pareils. Je pense que ça a amélioré un peu. Il y a quoi, 20 de femmes aujourd'hui en génie? Je ne sais pas c'était quoi dans le temps, mais c'était à peu près ça, peut-être. Je me souviens, génie chimique en avait plus. Génie électrique, il n'y en a jamais eu beaucoup. Fait que c'était toujours un peu comme ça. Je pense que ça a resté un peu dans ces sentiers-là. Ça s'est probablement amélioré un peu. Fait que oui, c'est d'aller voir les jeunes, leur donner un peu la piqûre de dire il y a plein de choses potentielles. Fait que on le voit. Moi, il y a un jeune qui est venu faire un témoignage. Il étudie en génie, je ne me souviens plus dans quelle école. Il est venu faire un témoignage devant les jeunes du secondaire. Puis il dit, moi, là, je fais un stage chez Bombardier. J'ai commencé à Robotic First il y a 6 ans. C'était moi qui compétitionnais ici. Ça m'a révélé des choses, puis j'ai décidé d'aller en génie à cause de ça. Fait que ça, on l'a vu de plus en plus. Fait que c'est une super belle expérience. C'est un beau programme. Parce que c'est en essayant qu'on sait si on aime ou pas. Exactement. Puis on lui donne la chance, dans le fond, de l'essayer. Oui. C'est vraiment bien. Puis ça fonctionne bien, le programme. Oui. Puis il y a des compétitions après ça, québécoises, nationales. Après ça, une compétition internationale qui a lieu, je pense, à Saint-Louis en général, là, où des fois ils se déplacent. Et contre des Américains, des jeunes dans les écoles aussi qui ont fait des robots. Fait que ça, c'est superbe. On va continuer d'encourager ça, effectivement. Alors, on a aussi maintenant une question de Mario Leclerc de Chimie. Bonjour Mario. Bonjour Mario. Avec l'accélération des changements à plusieurs niveaux, révolution technologique, transition énergétique, économie numérique, les changements aussi socio et culturels, quelle est votre vision du partenariat entre les universités québécoises et le milieu professionnel, le milieu d'affaires dans les années à venir? Moi, je pense qu'on doit continuer. On a une bonne collaboration aujourd'hui, mais on doit avoir une collaboration encore plus étroite. La réalité, c'est que la compétition est devenue internationale. Les autres pays utilisent leurs universités, travaillent avec leurs universités pour propulser des idées, propulser des technologies. Puis on le sait, ça évolue plus vite. Hein? Fait que moi, je pense que c'est vraiment important qu'on ait des projets communs, qu'on doit définir ensemble pour dire, écoute, nous, ça a un intérêt, mettons Bombardier pour nous, qu'on travaille ensemble là-dessus, puis qu'on se supporte mutuellement dans ça. Fait que je pense qu'on va devoir en faire de plus en plus si on veut rester compétitif comme nation. Hein, parce que, là, aujourd'hui, je dis qu'il n'y a rien que 4 pays, mais probablement que dans 20 ans, il y aura peut-être 2 pays qui se sont ajoutés à faire des avions. Fait que, ça va devenir plus compétitif. Puis on est toujours un plus petit pays. Fait qu'il y a toujours ce fardeau-là un peu qu'on porte. Nous, on a un peu porté le flambeau là, pour Bombardier nous-mêmes à l'extérieur, mais l'appui puis le support qui peut venir de différentes formes, dont ça, je pense qu'il va falloir en faire davantage. Fait que plus de contacts, plus de... Bien, écoutez, c'est sûr que c'est ce qu'on souhaite, je vous dirais. Alors, j'ai ici une dernière question de Félix Saucier-Lafont de Génie physique. Ah, bonjour Félix. Bonjour Félix. Super. Donc, avec les postes que vous avez occupés, quels sont les atouts que votre baccalauréat en génie a su vous procurer? Okay. Bien, j'ai un petit peu touché tantôt. Hein. Moi, je pense que la façon de réfléchir, la façon de penser, l'espèce d'esprit critique puis de résolution de problèmes est importante. C'est ça qu'on fait, les ingénieurs. On règle des problèmes, on fait avancer. Fait que toute cette philosophie-là qui est derrière, peu importe le programme que vous avez fait en génie,
je pense que vous allez avoir développé ça. Puis moi, ça me sert encore. Tu sais, des fois, les gens viennent me voir, on a un problème technique, ils vont m'expliquer c'est quoi, puis je parlais tantôt de poser des questions, puis évidemment, mes questions probablement sont différentes que si je n'aurais pas fait de programme en génie, tu sais, fait que je vais les amener ailleurs, puis je vais poser mes questions probablement différemment. Mais fait que je pense que tout ça, on ne le sait pas nécessairement quand on fait notre bac, là, mais c'est quelque chose qui reste avec nous pour la suite des choses. Donc, la résolution de problèmes. Résolution de problèmes, surtout. Ouais. C'est un art, la résolution de problèmes. Bon, écoutez, ça conclut notre série, notre entretien, merci beaucoup. Merci notre échange. Merci beaucoup. Merci tout le monde. Merci à vous. Merci pour vos questions. Merci, effectivement. Merci d'être venu. Merci du temps, de la disponibilité, de l'ouverture à venir nous parler. Merci aussi à nos étudiants d'avoir été présents en grand nombre, d'avoir soumis plusieurs questions. Vous comprenez qu'il y a une sélection qui a été faite. On n'avait pas le choix, mais merci, c'était intelligent, intéressant, vos questions. Merci aux membres du Festival de sciences et de génie d'avoir accepté de mettre un élément plus sérieux dans la programmation du festival, disons-le. C'est très apprécié. Votre aide a été vraiment appréciée. Merci à toute l'équipe de la faculté.